Bonjour et bienvenue sur le podcast Ayurveda, le premier podcast francophone dédié à cette médecine traditionnelle indienne. Yoga, méditation, cuisine, épices, phytothérapie, respiration, Massage, repos, digestion, saison, curcuma, graines de fenouil. tout ça, c'est de l'Ayurveda. Nous sommes Nat et Lorraine, praticiennes en Ayurveda, et un vendredi sur deux, nous partageons avec vous nos rencontres et notre passion pour cette pratique au travers de thèmes liés à la santé et à l'hygiène de vie. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com, sur Facebook et sur Instagram. Aujourd'hui, nous recevons Valérie, praticienne en massage ayurvédique et tantrika. Nous allons parler de la pratique du tantra. Valérie est avec nous pour nous expliquer les origines, les fondements du tantrisme, le lien avec la spiritualité et avec la sexualité, et enfin, en quoi consiste la pratique même du tantra. Bonne écoute! Bonjour Valérie, bienvenue dans le podcast. Bonjour Nathalie, bonjour Lorraine. On est ravis de t'accueillir pour parler de ce sujet du tantra. Ta rencontre, toi Valérie, avec l'Ayurveda remonte à il y a quelques années. Tu as fait un burn-out. À la suite de ça, tu découvres le massage ayurvédique d'abord, et puis tu découvres le tantrisme ensuite. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours qui t'a amené à devenir une tantrika? Alors, ça va, je vais essayer de le faire court, parce que le sujet, c'est pas ma personne. Disons que j'ai eu une vie assez lourde à porter, comme beaucoup, jusqu'en 2011 où j'ai fait un énorme burn-out. Et je pense que c'est là que j'ai mis un terme à beaucoup de choses de ma vie d'avant. Et que c'est dans ces moments-là où l'ego finalement cède, abandonne, qu'on touche vraiment le fond, que quelque chose en nous peut s'exprimer, peut trouver la place en tout cas de s'exprimer. Et je pense que c'est vraiment ce qui m'est arrivé à moi. Donc en 2011 je sombre, et puis quelqu'un qui m'a initié au bouddhisme tibétain quelques années avant, qui m'a initié à la phytothérapie aussi, il me contacte d'Inde, là où je vis la plupart du temps, pour prendre de mes nouvelles. Et moi je suis au fond de mon trou, et il me dit: je suis pas inquiet pour toi, tu vas faire des massages ayurvédiques, ça va être formidable, tu auras ton cabinet, tout ira bien pour toi. Et moi, je suis au fond de mon lit à l'hôpital et je crois pas une seconde, je me dis: qu'est-ce que c'est cette histoire? Le massage m'a jamais intéressée, c'est pas du tout mon truc, c'est n'importe quoi. Alors là, Brice, t'es à côté de la plaque, laisse tomber. Je raccroche et puis j'oublie bien vite cette idée, puisque moi, c'est pas du tout mon truc. Le massage, jamais. Je sais pas, j'ai dû masser une fois mon mari, enfin, c'est vraiment pas quelque chose qui m'attire, et ça me paraît totalement saugrenu, cette idée-là. Les mois passent, je vivote comme quelqu'un qui est dans un burn-out assez profond. Et là, mon mari a l'idée de m'inscrire à un stage de massage sans savoir de quoi il s'agit, pour me changer les idées, pour essayer de faire quelque chose. J'imagine qu'il doit être pas mal en désarroi à ce moment-là. Et du coup, j'accepte de m'y rendre en demandant qu'est-ce que c'est comme massage. Je ne sais pas. Et quand j'arrive à ce stage, la personne se présente et nous annonce qu'on va faire du massage ayurvédique. Et moi, c'est la deuxième fois que j'entends ce mot et je suis complètement bouleversée. Je suis obligée de sortir tellement je suis secouée de ce qui est en train de se passer. Je me dis: mais c'est pas possible, on sent qu'on est venu nous prendre, me dire: alors maintenant tu vas faire ce qu'on t'a dit. Voilà. Et je suis projetée comme ça dans ce stage en me disant: c'est inouï ce qui est en train de se passer. Et puis je masse et là il se passe vraiment quelque chose. Je pense que c'est ça qui m'a remise en vie en fait, qui m'a remise en mouvement. Quelque chose qui est venu comme une pièce manquante qui vient compléter le puzzle en fait. À ce moment-là, il y a vraiment quelque chose qui se passe chez moi. Et je vais continuer comme ça à faire tous les stages proposés et à masser autour de moi, les amis, les amis. Et pour faire court, je considère à ce moment-là que je suis pas masseuse, je considère que c'est un loisir. Je masse les personnes, mais j'ai pas du tout, je me sens pas du tout légitime. Et 1 an et demi plus tard, une amie est en train de mourir, voilà.
d'une maladie de Charcot et me dit dans un souffle, une semaine avant son décès, il faut que tu t'installes avec tes massages. Et moi, je tombe des nues, je me dis, c'est quoi cette idée? Encore une fois, je me sens pas du tout légitime de faire ça. Et je dis, mais enfin, non, j'ai fait des stages, mais je suis pas masseuse. Si, il faut que tu t'installes, je suis sûre, ça va marcher. Et je ne sais pas pourquoi, mais 8 jours après, j'ai rendez-vous, 8 jours après son décès, j'ai rendez-vous avec un expert comptable. Et on est en novembre 2013. Et en janvier 2014, j'ouvre mon cabinet de massage ayurvédique. Voilà. Voilà le truc, en étant complètement absorbé par cette sagesse qu'est l'Ayurveda déjà, en étant vraiment très transformé de ces 15 mois d'expérience de massage ayurvédique. Ton cabinet, il est pas très loin de chez nous d'ailleurs, hein. Tu peux préciser où est-ce Alors que je suis à Pau, ouais. Je suis à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques. Et du coup, ça c'est la première étape déjà. Et puis, il va se passer quelque chose parce que là, je suis masseuse ayurvédique et rien ne me prédestine à faire du tantra. Je ne sais même pas à ce moment-là, je ne connais même pas le mot. Donc, à partir de là, il y a quand même du chemin à faire. Et je dirais un truc, Osho a dit, le corps recèle le plus grand des secrets. Et je pense que cette phrase, je l'ai lue il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines. Et elle m'a vraiment touchée fort au cœur parce que c'est effectivement ça. À partir du moment où j'étais masseuse, j'étais en contact avec ce corps et avec la possibilité de découvrir ce secret. Et j'étais tous les jours en contact quotidiennement avec ce contact, avec ce toucher, avec toute la réflexion que ça peut susciter, avec tout ce que ça a de confrontant aussi, de toucher l'autre, d'accueillir l'autre. Et les semaines ont passé, les mois ont passé avec un cheminement intérieur qui a été très important et qui m'a conduite à découvrir le tantra toute seule. Voilà. Et j'avais des clients qui me disaient mais ça ressemble un peu à du tantra ce que tu fais. Et moi je dis ah bon. Et donc j'étais voir un petit peu sur internet, sur des forums, ce que c'était qu'un massage tantrique. Et j'ai lu des choses et j'ai dit ah mais non. Ah non, c'est pas ça, je ne fais pas de tantra. Si c'est ça, hein, si vraiment c'est ce que je dis, eh bien non, je suis désolée, je sais pas ce que je fais, mais ce n'est pas du tantra. Et j'ai mis du temps, hein, puisque c'est seulement en 2015, l'été 2015, que je découvre un livre de Osho, Tantra, spiritualité et sexe. Pour lire ce livre, il a fallu quand même que je me flingue les 2 épaules et que je sois arrêtée avec cabinet fermé pendant 2 mois et demi, que je me décide à le lire. Depuis le printemps, j'avais eu une rencontre, on m'avait fait une lecture d'âme au printemps 2015 et on m'avait dit tu as un lien très fort avec le tantra, tu es là pour enseigner le tantra et moi j'étais en face de lui complètement incrédule en train de me dire mais qu'est-ce qu'il me raconte et c'était pour moi un peu enfin je suis pas comme ça quoi, je suis pas à dire ah ouais je m'émerveille c'est formidable, non je suis en train de dire n'importe quoi. Et j'ai quand même acheté ce livre, mais je ne l'ai pas lu. Et puis on me disait, il faut que tu fasses du tantra. J'ai dit, non, moi je fais de l'ayurvédique, laissez-moi tranquille. Et en fait, je me flingue les 2 épaules, je suis obligée de fermer, je suis sous morphine, je suis vraiment pas bien du tout. Que faire d'autre? Je prends ce livre et je le lis. Et là, je tombe des nues. Je tombe des nues parce que ça me correspond. Parce que je reconnais plein de choses. Alors, je reconnais pas tout, hein. Encore là, je l'ai repris, je l'ai relu récemment et je me dis, quand même, Osho et moi, on n'a pas tout à fait le même regard. Je vois de quoi il parle, mais on n'a pas les mêmes mots ni la même interprétation pour le dire. Et ça, c'est propre à chacun. Et c'est tout le mystère du tantra, en fait. Tu vas nous expliquer justement dans cet épisode ta vision à toi du tantra mais pour commencer, on va parler un petit peu des origines du tantra. Et peut-être pour nos auditeurs qui ont pas ou qui ont peu entendu parler du tantra, si tu devais nous donner une définition juste en quelques mots du tantra, ça serait quoi? Après on ira un peu plus en détail, on verra un peu plus dans le détail, mais pour l'instant juste en quelques mots.
Je dirais que c'est une sagesse. C'est une immense sagesse. C'est vraiment une voie d'éveil. Voilà. La définition du tantra, c'est retrouver, comment dire, C'est difficile ça, peut-être non, ça n'a rien à voir. J'ai envie de dire un truc, j'ai envie de dire que Spinoza, qui n'a rien à voir avec le tantra pourtant, mais pour dire à quel point la sagesse est universelle, disait que la loi de Dieu était dans le cœur des hommes et pas dans la dévotion et dans le rite. Et qu'il suffisait de raison et que par la simple raison on pouvait retrouver le chemin de cette loi. Je dirais que effectivement Osho a dit le corps scelle le plus grand des secrets, et effectivement le tantra c'est trouver le chemin vers ça, c'est trouver le chemin vers ce qui est profond en soi, vers notre vérité à chacun, qui est universelle aussi. Chacun met les mots qu'il veut là-dessus en fonction de ses références, en fonction de son histoire, en fonction de ses croyances. Moi, je suis convaincue qu'il y a effectivement cette sagesse au fond de chacun de nous, ce qui nous parle, que Dieu a écrit dans le cœur des hommes. Je dirais que dans le bouddhisme, on va parler d'atteindre une certaine libération, d'atteindre l'éveil, la connaissance. Eh bien, c'est le chemin qui nous mène à ça, tout simplement. C'est le chemin qui nous mène à ça, mais au prix de devoir accepter, accueillir, ne pas juger, rester dans une unité, rester dans une confiance, et donc pas dans une peur, dans un jugement tel qu'on nous l'a appris. Voilà. Donc la voie du tantra, elle traverse tous nos interdits et elle passe à travers nos peurs. Voilà. Donc c'est une voie d'éveil, c'est une voie qui est extrêmement transgressive aux yeux de notre culture. Voilà. Et pour moi, c'est une voie magnifique de sagesse. Voilà. Et quelles sont ses origines? D'où vient le tantra à la base? Alors, le tantra vient prendre naissance visiblement dans le nord de l'Inde, en Inde. Alors, à partir de 1799, je suis hyper précise, on a les premiers écrits en anglais. Voilà. Mais à l'origine, ce que j'ai appris, moi, il y a seulement quelques mois, qui a répondu un peu aux différends que je pouvais avoir avec certaines approches du tantra, c'est qu'à l'origine, il y a deux tantras. Il y a un tantra d'inspiration hindouiste et un tantra d'inspiration bouddhique. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, ils ont à l'origine une langue commune qui est le sanskrit. Et pour autant, dans ces termes sanskrits, selon qu'on soit hindouiste ou bouddhiste, on n'a pas la même signification sur les mêmes termes parfois. C'est pour ça que les occidentaux qui sont intéressés au tantra se sont heurtés à beaucoup de mystères et ont interprété ce qui leur était donné à interpréter avec les moyens qu'ils avaient. C'était pas simple, et ça a donné lieu à pas mal d'interprétations très différentes les unes des autres. Et on se heurte à ça. On se heurte à ça, et on a aujourd'hui, quand on s'intéresse au tantra et qu'on va un peu sur internet, on a des personnes qui se disent néo-tantriques, qui disent on a adapté ça à ce que nous sommes aujourd'hui, nous occidentaux, à nos besoins, à nos idées. Et puis il y en a qui se disent tantriques purs, tantra tibétain, qui disent non, mais les bouddhistes n'ont pas besoin de tout ce que vous dites. Et non, ils n'ont pas besoin de tout ce que nous disons, ça c'est sûr, c'est évident, ils n'ont pas le même socle que nous non plus, bien sûr. Donc on essaye d'opposer les différentes visions de cette sagesse, et parfois la sagesse est bien noyée dans des pratiques, et on ne sait plus d'où ils sont partis très très loin, certains, on va dire, mais voilà, ce qui compte, c'est que chacun trouve une résonance, quelle que soit l'approche, il faut que ça résonne en soi. Il est hors de question de se remettre soi-même en question en disant mince, je me trompe, ce que je ressens n'est pas juste, il faut que je m'adapte à ce que lui me dit. Ça c'est faux, c'est dangereux. Je crois que quand quelqu'un parle du tantra, si ce qu'il dit n'entre pas en résonance avec vous, si
s'il n'y a pas quelque chose qui vous parle profondément, qui vous dit que au fond vous savez que c'est juste, ben, ben non, n'adhérez pas, c'est inutile. Parce qu'en fait, le chemin qu'on doit trouver, c'est le nôtre, c'est pas celui de l'autre. Même si l'autre, c'est le guide, le gourou, tout ce qu'on veut, le chemin qu'on a à suivre, c'est d'abord le nôtre. Et le guide, on est là pour accompagner les gens vers à se trouver eux-mêmes, pas pour les accompagner à nous suivre. C'est pas une question d'ego en fait. Donc, on trouve de tout dans le tantra comme dans plein de choses. Et le plus important, ce que j'ai envie de dire, parce que évidemment, il y a des remises en question, mais les remises en question qui m'ont conduite moi sur mon chemin, je suis pas là pour qu'elles portent du tort à ceux qui croient à ces choses-là que moi je remets en question. C'est simplement que la réflexion m'a conduite moi ailleurs. Voilà. Ouais. Il y a beaucoup une question d'interprétation. Est-ce qu'il y a des textes fondateurs dans le tantra? Parce que, par exemple, tu parlais de la langue sanskrit tout à l'heure. On a un peu la même chose en Ayurveda, c'est-à-dire que les textes védiques, ils sont écrits en sanskrit et que forcément, leur interprétation dans le monde actuel, elle peut être parfois soumise à différents points de vue. Est-ce que au niveau du tantra, il y a des textes fondateurs aussi? Bien sûr, il y a des textes fondateurs. Ils servent d'ailleurs d'appui à tous les courants qu'on entend, qu'on peut voir aujourd'hui, qu'on peut retrouver aujourd'hui. Et encore une fois, aucun de ces textes ne détient la vérité. Comme le dit Spinoza, l'écriture, c'est une chose, elle sert d'appui aux âmes. Mais c'est en nous que c'est écrit. Donc, des textes qui sont écrits, qui ont 3000 ans ou 2000 ans et amènent parfois les personnes dans beaucoup de confusion parce que les croyances de l'époque ne sont pas celles d'aujourd'hui. Moi, souvent, je dis, à l'époque, la Terre était plate, si vous voulez. Donc, on est quand même capable de remettre en question certaines choses. Donc, faut pas se mentir, faut pas suivre aveuglément un texte parce qu'il est ancien. Il faut aussi, en réfléchissant et en se basant sur son ressenti, trouver soi-même le chemin. Pour moi, le tantra, c'est aussi une voie d'expérimentation. Il faut s'autoriser à cette expérimentation. En fait. Donc, il y a des textes. Alors, il y a des textes, je reviens au truc, il y a des textes effectivement très anciens auxquels, bien sûr, j'ai pas accès et puis je saurais pas comment faire. Voilà, tout simplement. Et ensuite, il y a des textes, moi, qui ont été fondateurs. Donc, je sais pas si on y reviendra après ou si c'est lui que je vous en parle de suite. Des ouvrages. Tu veux parler de certains ouvrages que tu connais, des ouvrages de référence? Voilà. Ouais, tout à fait. Donc Ça là, pourra vous peut-être plaire à nos lecteurs et puis on mettra les références dans les notes de l'épisode. Donc là, vous aviez Osho, voilà. Donc à lire, ça résonne pas, c'est que il n'y a pas que du juste, voilà. Osho a dit beaucoup de choses, donc il faut savoir trouver ce qui sonne juste et de ceux qui ne correspondent pas, en tout cas, à la vision qu'on peut avoir chacun. Ensuite, tu peux rappeler, Valérie, le titre du livre et de l'auteur? Alors, c'est Osho, et donc c'est Tantra, spiritualité et sexe. D'accord? Donc, c'est assez vite lu, c'est pas trop méchant. Un livre très fort, effectivement, c'est Daniel Audier. Voilà, Tantra, où il raconte son expérience à lui, son initiation. Et c'est vraiment, pour moi, un livre de référence. Je l'ai lu plusieurs fois. J'ai fait aussi des expériences très fortes en lisant ce livre. Voilà. Donc, il y a plusieurs niveaux de lecture dans ce livre. Voilà, donc c'est Tantra de Daniel Audier. Et puis ensuite, eh bien, moi, j'avais beaucoup aimé, bien que ce soit un peu technique à lire, Initiation au Tantra de David Dubois. Donc, David Dubois, c'est un universitaire. À ce moment-là, moi, j'avais envie de me documenter. J'avais pas envie de me documenter avec des personnes qui étaient trop pro tantra et trop branchées dans leur truc. Je voulais quelque chose de plutôt neutre. Voilà, j'avais besoin de quelque chose de neutre pour m'appuyer. Effectivement, les notions de non-dualité sont extrêmement bien abordées. C'est un livre qui est très fort sur le plan philosophique. Justement, on commence à prendre la mesure de la profondeur de où ça peut conduire. Voilà. Celui-là, il est costaud à lire, mais il est intéressant.
Donc c'est Introduction au Tantra de David Dubois. Et puis récemment, donc pour moi, la découverte, c'est les livres des maîtres tibétains. Donc l'Œuvre du Tantra de Chogyam Trungpa. Du même auteur, on a La Folle Sagesse. Ensuite, on a Dzogchen et Tantra, donc ça c'est pratique bouddhiste tibétaine, d'accord. Et ici, le Tantra. Alors le Tantra de Chandama Rosana, c'est un très vieux texte qui était sacré, qui était qui était secret, voilà, et qui finalement a été divulgué il y a une trentaine d'années. Et très intéressant aussi, mais qui va être vraiment du point de vue bouddhiste. Voilà. Donc, ce que je disais, on va avoir deux tantras très différents, qui va être tantra d'inspiration indienne, d'accord, qui est le plus répandu, hein, qui a vraiment donné naissance au nouveau tantra, et le tantra d'inspiration bouddhiste, qui est un peu plus rude et qui est vraiment l'expérience de l'expansion de la conscience et qui correspondait, moi, personnellement, à mon expérience de vie, alors que je me retrouvais pas forcément dans les autres expériences. Voilà. Dans les autres témoignages, tantra, principe masculin, principe féminin, l'union des dieux, des deux, chez Shiva, Shakti. Ces choses-là, je les entends, je les comprends, je les ai lues, ça ne résonnait pas en moi, ce n'était pas ce que je ressentais, c'était pas mon expérience. Et c'est ce qui m'avait fait dire au début que je ne faisais pas de tantra. Donc, il y a quelques mois, j'ai un moine tibétain qui a assisté à plusieurs de mes ateliers et de réflexion et qui est arrivé avec ses livres des maîtres tibétains. Je suis tombée des nues de découvrir ça, en fait, de me rendre compte que non, il y avait un bouddhisme, il y avait un tantra bouddhique, et en le découvrant, ça me correspondait totalement, et c'est bien pour ça qu'il m'avait amené ces livres, pour que je prenne conscience que quelque part j'étais aussi sur un chemin avéré, à tester, et j'avais besoin peut-être de prendre confiance dans ce que je vivais, en fait. Puis de te sentir moins seule aussi dans cette vision-là aussi. Moins dissidente. Moins rebelle. Clairement, mais tout à fait. Là, pour le coup, ça a été un soulagement, oui, parce que ça fait quand même 5 ans, hein, là, maintenant. Donc, j'ai découvert ces ouvrages il y a 6 mois. Donc, effectivement, ça a été un grand soulagement pour moi de découvrir qu'il y avait 2 tantras à l'origine, et que donc, par conséquent, chacun on porte en soi quelque chose, et moi, c'était celui-là. Voilà. Tout simplement, et ça correspondait complètement à mon expérience de vie. Ok. Quand on parle de tantra, souvent, forcément, on va penser au lien entre le tantra et à la sexualité. C'est la partie qu'on connaît le plus. Mais en même temps, quand on a préparé cette entrevue, tu nous as expliqué que réduire le tantra à la sexualité, ce serait vraiment très très réducteur. Donc du coup, sexualité, on va en parler bien sûr. Mais on a choisi de commencer par aborder la dimension spirituelle du tantra. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, le tantra, avant d'être une pratique, c'est avant tout une sagesse. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de cette sagesse tantrique? Alors, cette sagesse tantrique, elle s'appuie, tout à l'heure, j'ai un petit peu évoqué, sur des piliers qui sont l'expansion de la conscience, très important, et comprendre que cette expansion de la conscience, elle a besoin de non-jugement, elle a besoin d'acceptation. C'est très important. Et effectivement, l'acceptation, le non-jugement sont liés, bien sûr. Et elle a besoin comme ça pour pouvoir s'ouvrir, qu'on fasse un cheminement en étant dans une confiance, dans un accueil des choses, et surtout toujours la même chose, le non-jugement, la non-dualité. Alors, d'habitude, j'ai des petits schémas, je fais des dessins, j'explique ça comme ça, donc là, je vais essayer de dire autrement. C'est une voie d'éveil, donc bon, je vais pas expliquer ce qu'est le bouddhisme et ce qu'est l'éveil, et ce que peut être cette sagesse quand on l'atteint. Plus on va évoluer, plus on va ouvrir sa conscience, plus on va
naturellement prendre de la hauteur, prendre de la distance sur des choses qu'on avait au bout du nez au début et qui nous faisaient nous heurter aux choses et nous accrocher, nous sentir vraiment la tête dans le guidon et avoir besoin de nous raccrocher à notre méthode, à nos connaissances, à nos savoirs, j'ai envie de dire à nos illusions. Le contrôle, la maîtrise, ce n'est qu'une illusion, tout ça, ce n'est qu'une illusion, c'est une illusion de notre puissance. On en a une belle leçon ces jours-ci, de notre toute-puissance, de notre contrôle, de notre maîtrise. C'est comme peu de choses quand même qu'un petit virus nous balaye comme il veut. Voilà. Donc, cette sagesse, elle nous permet de nous extirper un petit peu de ce plan-là de conscience où on est réduit à être dans la matière, où on est réduit à être dans l'immédiateté, où on est réduit à être dans nos peurs. Et pour faire face à ces peurs, on construit plein de choses qui nous rassurent, mais qui sont illusoires. Je crois que ça, aujourd'hui, on le vit. Alors, en fait, ce premier plan de conscience que j'ai découvert, c'est qu'il correspond à notre premier chakra. Et plus on va ouvrir nos chakras, plus on va ouvrir notre conscience comme ceci, en fait. Chaque chakra contient le chakra précédent. Alors moi, je veux bien croire qu'ils sont comme ceci, disposés sur notre corps, comme on le sait tous. Mais en fait, ça n'exclut pas le fait qu'ils contiennent le chakra précédent. Et donc moi, je les représente comme des œufs, comme ça, un petit peu comme des poupées russes. Et chaque fois, on va ouvrir un nouvel espace, entrer dans un nouvel espace de conscience, dans lequel on a ajouté les éléments qui correspondent à ce chakra-là, en fait. Donc, quand on est dans ce premier chakra, on est dans cette matière, dans cette matérialité, dans nos peurs. Et c'est bien naturel. Et on est surtout dans beaucoup de tension, beaucoup de pression. Et plus on va ouvrir comme ça notre conscience, plus on va ouvrir nos chakras, plus on va donner de l'espace à notre énergie de vie, plus elle va circuler harmonieusement, moins elle va entrer en tension, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre certains détachements. Et en fait, c'est intrinsèquement lié à notre sexualité. Donc on y viendra tout à l'heure, mais cette ouverture de conscience est vraiment totalement liée à notre sexualité. Il faut arrêter de penser que notre sexualité, c'est un truc à part, qu'on vit à part, qu'on vit à côté de soi et qu'on n'aligne pas avec le reste. Ça, là, la dualité, elle joue à plein là-dedans, c'est-à-dire que ça, on le vit par côté. On est un être, un entier. Et ce chakra-là, qui correspond à notre sexualité, il est aligné avec tous les autres. Mais le fait de le poser de côté, de vouloir le vivre de côté, de vouloir le mettre à part, ça enraye tout le reste du processus. Et c'est fait pour ça, ne nous mentons pas. Et c'est bien fait pour ça. Voilà. Je disais, j'écrivais il y a quelques jours, le jugement est ce qui empêche de transformer l'expérience, un peu comme un processus de digestion. L'expérience de la matière doit être transcendée pour se révéler à nous sous toutes ses dimensions. Le jugement, en bloquant le processus, crée comme une indigestion, rendant l'expérience au mieux stérile, au pire douloureuse. Eh bien voilà, cette sagesse, c'est que tant qu'on est dans un jugement, on ne se permet pas de vivre pleinement ce que nous vivons, quel que soit ce que nous soyons en train de vivre. D'autant plus quand on est dans la chair, dans le corps, dans la matière, eh bien les jugements qu'on porte à ce niveau-là nous enferment dans ce niveau-là. D'où toute la culpabilité, les jugements qui sont posés, les tabous, ils sont là pour nous enfermer à des niveaux assez primaires, on va dire. Ils nous enferment à ce niveau-là et on ne connaît rien d'autre. Après, on a de la théorie, mais en réalité, tant qu'on porte un jugement et tant qu'on est dans une démarche de fuir quelque chose, de vouloir améliorer quelque chose chez soi, c'est bien qu'on se juge quelque part pas assez bien. Quand on est sur ce deuxième plan de conscience et qu'on se dit, moi, je veux être dans le 5e, dans le 6e, je veux monter mes chakras et je travaille dur pour m'arracher, pour y arriver. Eh bien, en fait, je suis en train de fuir ce que je suis à ce deuxième niveau-là. Vous me suivez? Et en fait, ce que je fuis m'enferme. Je ne fuis rien. Je suis dans l'illusion d'arriver à quelque chose, mais réellement, régulièrement, qu'est-ce qui va se passer? Je vais revenir dans ce que je n'ai pas résolu, dans ce que je n'ai pas accepté de moi, de ce que je suis. Voilà. Est-ce que ça veut dire que la base de la philosophie tantrique, la base de la pratique tantrique, ce serait finalement l'acceptation? Ce serait le premier point de départ? Ça me paraît évident. La non-dualité, le non-jugement, ça conduit à l'acceptation, bien entendu.
Alors pas une acceptation résignée, pas une acceptation passive, une acceptation en confiance, en étant bien conscient qu'il nous arrive que ce que nous avons à affronter. Rien ne nous arrive qui ne soit pas juste. Alors ça va paraître cruel à beaucoup, mais en réalité, bon, ça c'est philosophie bouddhiste aussi, hein. On est là pour affronter un certain nombre de choses et on doit être dans la confiance qu'il ne nous arrivera que ce pourquoi nous sommes là. À partir de là, de toute façon, c'est simple. Si on ne veut pas être dans cette confiance, on est dans le contrôle, on est dans la maîtrise, ils ne sont qu'illusoires. Ils ne sont qu'illusoires. C'est pas du tout vrai. Et on le sait. Alors d'habitude, j'ai l'habitude de dire, une catastrophe, un tremblement de terre, un arrêt cardiaque, n'importe quoi, boum. Elle est où ta maîtrise? Elle est où ton contrôle? Bon, ben là, aujourd'hui, un coronavirus, elle est où notre maîtrise? Elle est où notre contrôle? On est balayé comme ça. Donc, il faut, quand on a compris ça, il faut savoir l'accepter. Pas accepter d'être balayé, mais accepter que notre contrôle est illusoire. Voilà, notre force. Tout ça, ce sont des illusions de force. Ce n'est pas vrai. Voilà. Et on n'est jamais si fort que quand on accepte nos fragilités et nos faiblesses. Parce que tant qu'on les cache et tant qu'on veut les surmonter, on est dans cette illusion de force. Quand on les regarde en face, quand on les connaît, là, on est plus fort que jamais. Voilà. Donc l'acceptation, elle est sur tous les plans. Et la sagesse tantra, elle conduit à ça aussi. Elle conduit à être dans l'acceptation de nous, de notre corps, de notre existence, de nous, de tout ce qu'on traverse, de tout ce qu'on ressent. Voilà. Si je ressens de la colère, il est bien inutile de me dire, oh là là, je suis une mauvaise personne parce que je suis en colère, c'est pas bien. Il faut pas que je sois en colère parce que c'est pas bien. Bien non. Je suis en colère, et bien je vis cette expérience de ma colère. Elle a besoin d'être là, cette colère, elle a besoin de s'exprimer, bien je la laisse me traverser. Ça a été très important pour moi de dire cette phrase d'Osho qui disait, il expliquait comme ça qu'on devait tout transformer, et comme je l'ai dit, le jugement nous empêche de digérer, et donc de transformer les choses, de voir tout ce qu'elles peuvent nous apporter sur tous les plans, parce qu'on s'interdit, en fait. Vous me suivez jusque-là? Eh bien, en fait, Osho disait, alors il parlait que le sexe devient de l'amour, que le monde devient le nirvana, mais c'est sur la colère qu'il m'a frappé en disant, ne fuis pas ta colère, deviens ta colère, sois ta colère. Et là, j'ai dit, waouh, parce que la colère est la graine de la compassion. Si tu fuis ta colère, tu ne trouveras jamais la compassion. Et là, j'ai compris, ça c'était une grosse pièce de puzzle qui s'est mise en place. J'ai compris comment le jugement, comment l'interdit, comment le tabou vient nous enfermer dans ce que ça a de plus douloureux. Il vient nous enfermer dans cette colère qu'on s'autorise pas à vivre et du coup qu'on garde en soi et qui nous fait du mal à terme. Alors en fait, c'est vrai que je suis quelqu'un qui a des colères parfois. Comme à dire Veda, je suis Pitta, hein, je suis très très forte Pitta, donc j'ai parfois des colères, ça peut arriver. Et j'en ai qui ont duré des mois entiers, voilà. Et c'est important de la laisser passer, de la laisser s'exprimer et de la laisser nous traverser. Mais justement, qu'est-ce que tu mets en place dans ces moments-là? Tu t'écoutes juste, t'observes ou tu mets en place, je sais pas, des petits exercices, des petites choses que toi tu as apprises, au fur et à mesure, ou tu acceptes? On n'apprend pas, si on apprend, mais de ses expériences. En fait, j'ai en tête une très très grosse colère que j'ai eue après quelqu'un, une très très grosse déception, et j'étais dans une colère mais inouïe. Quand j'étais dans la même pièce que cette personne, on pouvait même pas respirer à côté de nous, hein. C'était vraiment à couper au couteau. Et au bout de quelques semaines, je suis allée au bord du Gave et j'étais vraiment très 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 chargée. Et le Gave aussi était très très chargé. Il y avait des orages. Et je regardais l'eau couler et j'ai éclaté en sanglots. Et j'ai dit que je déposais ma colère dans l'eau de la rivière. Voilà. Que je laissais ma colère partir avec l'eau de la rivière. C'est un truc qui m'a beaucoup aidé. Voilà.
J'ai beaucoup pleuré. Et jusqu'à ce que je me calme en fait. Et puis je suis rentrée chez moi. Et quelques mois plus tard, j'ai pu dire de cette personne qui me décevait que le problème n'était pas tant qu'elle soit ce que j'avais espéré qu'elle soit. Le problème était que moi, j'aurais souhaité qu'elle soit autre chose que ce qu'elle était. Voilà, à méditer. À méditer, c'est pas évident parce qu'on a tendance à projeter ce qu'on veut sur l'autre. Et c'est vrai que on est quelque part en cause. Je suis pas en colère parce que cette personne m'a mise en colère. Je suis en colère parce que je ne trouve pas ce que j'espérais ou ce que j'attendais chez l'autre. C'est quelque chose, c'est une application par exemple. Et aujourd'hui, c'est une personne qui, malgré ses défauts, malgré ce qu'elle est, qui n'est pas ce que j'attendais, d'accord? J'ai malgré tout beaucoup d'affection pour. Et je crois que là, il y a de la compassion. Voilà. Je pense que là, c'est une leçon de compassion. Alors pour revenir un peu sur la pratique du tantra et pour nos auditeurs qui souhaiteraient s'initier au tantra, par où on commence? Par où on commence? Alors, moi, je trouve que on trouve beaucoup justement de pratiques qui sont complètement sorties du contexte, de pratiques qui sont coupées de leur dimension spirituelle et qui du coup ne sont pas expliquées. Et c'est ça qu'il faut éviter. Voilà, c'est très important. Donc on ne fait pas du tantra. Voilà, on fait pas du tantra, on fait pas du tantra comme on va faire un footing. Hein. C'est pas, c'est un peu plus profond que ça, c'est un peu plus impliquant que ça et ça demande quand même de comprendre pourquoi. Voilà. Donc la pratique tantrique, c'est une pratique mystique, mais c'est aussi, spirituelle. C'est une pratique spirituelle, mais c'est aussi une pratique corporelle. La dimension corporelle est importante, et d'autant plus pour nous qui essayons de vivre en lévitant. Hein. Donc là, pour le coup, c'est très important d'aborder cette pratique corporelle, mais aborder la pratique corporelle sans aborder la pratique spirituelle, c'est un non-sens. C'est un non-sens, ça mène pas bien loin. Ça va pas bien loin, et c'est malheureusement souvent à ça que se résume la pratique du tantra aujourd'hui en Occident, j'ai envie de dire. Parce que nous, occidentaux, on s'est surtout arrêté à la pratique corporelle, avec tout ce que ça pouvait nous apporter, en faisant fi de tout l'aspect spirituel dont on avait la plupart du temps que foutre, entre guillemets, parce qu'on se dit laïque, agnostique, ce qu'on veut, mais la pratique spirituelle intéresse fort peu de personnes, finalement, au regard de tous ceux qui pratiquent, par contre, qui s'intéressent à la pratique corporelle. Voilà. C'est très important pour moi d'accompagner les deux. Donc je dirais que c'est important de lire. Alors lire pas forcément au chaud, hein. On peut lire aussi, tiens, je l'ai pas dit, voilà, Spinoza, alors Frédéric Lenoir qui explique très très bien Spinoza. Et donc on peut trouver là aussi des choses qui vont nous donner non pas des pistes sur le tantra, mais des pistes pour se trouver soi, ce qui revient un peu au même hein, finalement. Ouais. Voilà. Et puis ensuite aborder bien sûr les pratiques corporelles tantriques d'une façon ou d'une autre. Alors comment il y a les stages. Alors ça, les stages proposés, il y en a des centaines de stages. Donc il faut voir qui anime ces stages, il faut voir quel est l'état d'esprit, quelle est l'approche. Voilà, quel est le but de ces stages, quelle est l'approche. Alors il y a des stages qui sont très très axés sur l'aspect sexuel, hein, clairement, la plupart d'ailleurs. La plupart renvoient à la sexualité, à la relation de couple. Donc bien faire attention à ce qu'on recherche soi, déjà. Bien sûr, des personnes qui sont... moi, j'en ai des personnes qui me contactent en me disant « Alors, nous, on est libertins, on est cool, ça nous intéresserait parce que c'est une activité de plus, c'est autre chose à explorer, comme on est libertin, qu'on aime bien mater, qu'on aime bien vu, on aimerait bien faire un stage. » Et là, moi, je dis « Stop. Ah, mais on en a déjà fait, oui, mais pas chez moi, quoi. »
Ça, faut être clair Ouais. là-dessus. Ce n'est pas une pratique sexuelle pour couple en mal de sensations, quoi. Alors ça peut l'être, et c'est ce qui est beaucoup proposé, mais ce n'est pas que ça. Donc en cherchant un peu, il y a moyen de trouver des choses qui vont amener davantage à un ressourcement, un travail à faire sur soi, un profond travail à faire sur soi. Donc il y a des très bons stages, je pense notamment à Patrick Cooper, Christian Loury, du Tantra Cœur, propose des beaux stages. Après, bon, bah voilà, les stages sont résidentiels, c'est plusieurs jours, c'est un budget, mais on fait un travail sur soi en termes de développement personnel qui est juste énorme, énorme, vraiment. Donc ça, c'est intéressant à mon sens. Voilà. Ça dépend, pardon, ça dépend finalement de ce qu'on recherche, parce que peut-être qu'il y en a, effectivement, il y a des personnes qui vont être plus axées sur uniquement la dimension corporelle, et donc d'autres qui vont rechercher beaucoup plus que ça, et à savoir la dimension spirituelle aussi. Comment on fait pour être sûr qu'on va dans le bon stage, être sûr de pas se tromper au niveau que ça corresponde bien à nos attentes? Bon, les personnes qui proposent des stages, quand même, ont des sites internet, rédigent quand même leur site. Donc, il y a moyen de voir un petit peu à qui on a affaire, quelle est l'orientation. Donc, des personnes qui cherchent des pratiques plus corporelles, j'ai envie de dire, vont trouver des stages qui leur conviennent sans difficulté. Après, des personnes qui cherchent, attention, des pratiques spirituelles sans aspect corporel, attention, parce que pour moi, tout l'enjeu est de quand même à un moment être dans l'acceptation de cette dimension corporelle, et pas être dans une acceptation corporelle. Ah, je danse, je bouge mon corps. C'est, je vois mon corps, je me confronte à ma nudité, je me confronte au fait que mon sexe est touché. Attention. Et ce n'est pas un attouchement, et ce n'est pas quelque chose de sexuel. Comment on fait? Alors là, il y a un travail en amont qui est énorme d'explication. Il faut vraiment briefer les gens là-dessus. Il faut vraiment briefer les gens là-dessus. On ne vient pas pour être touché sur le plan génital, mais on ne vient pas non plus pour éviter de l'être. Il faut être prêt à cette confrontation-là, à dépasser nos peurs. Et nos peurs, elles sont placées au bon endroit. Ne vous inquiétez pas. C'est pas pour rien qu'on ne le fait pas, que ça ne se fait pas. Donc, c'est pour ça qu'on va dire que les stages tantriques sont des stages de pratique sexuelle ou autre. Pas du tout. C'est pas du tout le cas. Si simplement le fait de toucher le sexe en faisait quelque chose de sexuel, alors à ce moment-là, c'est triste. Il y a plein de façons de toucher les organes génitaux de quelqu'un sans être dans une démarche sexuelle. Le tantra n'est une. Le problème, c'est que pour les personnes, alors je vais utiliser une métaphore, parler de sexualité, c'est vraiment quelque chose de terrible. Alors en fait, imaginez-vous, nous allons remplacer la sexualité par le mot ciel. Le ciel, tout le monde sait ce que c'est. Vous êtes en ville sous un réverbère, la nuit, le réverbère est allumé, et je vous parle du ciel. Vous levez la tête, que voyez-vous du ciel? Vous voyez la lune et vous voyez quelques étoiles les plus brillantes. Et moi, je suis au pic du Midi, à l'observatoire, et je vous parle du ciel. Est-ce que vous croyez que mon ciel, c'est le vôtre? Globalement, c'est le vôtre, mais ce que vous en percevez, on est très très loin de ce que moi je peux en percevoir. On est d'accord? Eh bien, c'est la même chose avec la sexualité. Le regard qu'on porte sur la sexualité, le tabou, les jugements, la sexualité telle qu'on la connaît, qui est induite par ces tabous, qui est très orientée. La sexualité, regardez la Saint-Valentin, vous avez des portes jartelles dans les rayons des supermarchés, parce que ça doit être comme ça, la sexualité. Voilà, un grand renfort de pornographie, de publicité, de plein de choses. Le corps est érotisé, 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 érotisé. Mais chaque fois que vous allez érotiser, chaque fois que vous allez penser c'est du cul, vous allez vous enfermer dans votre deuxième chakra. Vous allez vous claquemurer là, prendre du plaisir parce qu'il n'y a que ça à prendre, et vous serez content et ça ne sera rien d'autre. Dans le tantra, on ouvre, on reste pas enfermé dans le deuxième chakra. On s'enferme pas dans ce jugement-là, justement. On n'érotise pas parce qu'il n'y a aucune raison d'érotiser. On aborde le corps parce que c'est le corps, parce qu'il est naturel, parce qu'il est sacré, parce qu'il fait partie de moi.
Et accepter d'être touché au niveau de mes zones génitales ou érogènes, c'est accepter de ressentir mes sensations. C'est accepter d'accéder à mes sensations. Ce n'est pas m'éclater sexuellement. Et souvent, c'est pas du tout cet éclat-là d'ailleurs. Souvent, c'est bien surprenant parce que les sensations n'ont rien à voir du tout. Donc, c'est une découverte. Mais en fait, cette acceptation-là, elle est très importante parce que c'est ce qui nous permet ensuite de progresser et de dépasser cette dimension-là. Donc, on considère que toucher un corps, c'est érotique. Donc, en tant que masseuse ayurvédique, je sais que vous avez dépassé ça, forcément. Ça, c'est la première étape. Mais pour beaucoup, toucher un corps, c'est quelque chose d'érotique. Vous avez des personnes qui vous disent, je veux pas être touchée par des femmes qui vous disent, je veux pas être touchée par une femme, je veux pas être touchée par un homme, des hommes qui disent, moi, je veux pas être touchée par un homme. Quelque part, ils connotent. Sinon, il n'en aurait rien à faire. C'est simplement toucher un corps. Il s'agit simplement de permettre à quelqu'un d'accéder à ces sensations-là. Il s'agit pas de toucher l'autre tant que ça. Il s'agit de lui permettre d'accéder à ces sensations. C'est très différent dans la démarche, en fait. Et si je suis extrêmement impliquée sur le plan physique, je ne le suis pas sur le plan sexuel. Je suis pas en train de me dire, waouh, je touche, oh, mon Dieu, je touche ses fesses, mon Dieu, je touche ses seins, oh, mon Dieu, j'ai ma main sur son sexe, oh, quelle catastrophe. Pas du tout. Je suis pas en train de, ça me fait ni chaud ni froid en réalité. Je lui permets de prendre conscience de la puissance des énergies collectives là. Je lui permets de sentir son corps. Je lui permets de plonger dans ces énergies. Dans la pratique tantrique, le partenaire, finalement, à mon sens, a pas tant d'importance que ça. Ça doit pas nécessairement être l'être aimé. C'est juste quelqu'un qui vient vous faire la courte échelle, qui vous permet de partir. C'est juste quelqu'un qui vient, par se toucher, par ce contact, par sa propre énergie, qui vient circuler avec la vôtre, qui vient donner l'impulsion à votre énergie de partir, de vous faire visiter vos autres espaces de conscience. Ce n'est que ça. Mais tant qu'on considérera que toucher l'autre est sexuel, on viendra se réenfermer dans quelque chose de très limité. Et c'est fait pour. Et c'est fait pour, vraiment. Donc, au niveau des stages, tout dépend. Est-ce qu'on a expliqué pourquoi on fait ces pratiques corporelles? Et souvent, c'est pas le cas. Et ça, c'est dommage. Voilà. C'est très important que ce soit expliqué. De dire, on va aborder le corps, mais on va pas l'aborder en l'érotisant. À la limite, on pourrait aborder le corps de son conjoint comme on pourrait aborder le corps du voisin. On devrait pouvoir le faire. Souvent, c'est pas le cas. Voilà. Donc, moi, dans mes stages, j'ai des gens qui sont venus au premier, qui étaient en couple, et qui au deuxième stage m'ont dit qu'on aimerait ne pas être ensemble pour voir quand on masse quelqu'un d'autre. Et là, on s'y dit, des gens, parce que j'explique, parce que je suis très pédagogique dans mes stages, et que vraiment le plus important pour moi, c'est de conduire les gens à toucher sans connoter. C'est ça le plus important. Et tant qu'on est dans des pratiques, dans des stages où la connotation est primordiale et où justement on va dire qu'on s'appuie sur la libido pour pouvoir atteindre des extases, ce qu'on veut, des pratiques, on n'est pas dans la même pratique. C'est tout. Alors il y a des gens, c'est ça qu'ils cherchent, c'est ça qu'ils veulent. Tant mieux s'ils y trouvent de l'épanouissement. Il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. Après, ce que je dis par rapport à la sagesse tantrique, est-ce que l'épanouissement sexuel conduit vraiment à l'éveil? Si on n'a pas compris qu'il faut sortir, qu'il faut ouvrir ce couvercle qu'on a avec nos jugements sur ce deuxième chakra, si on n'a pas compris qu'il est là et qu'il faut aller au-delà, on va nulle part, hein, nous ne montons pas. On ramène du sacré à ce niveau-là. Alors j'ai envie de dire, ça c'est très important, quand on dit que le tantra est sexuel, on enferme le tantra dans quelque chose dont il est supposé nous extraire. Oui, tout simplement. Parce qu'en réalité, cette pratique du tantra, je dis, elle passe par le fait d'aborder son corps avec une immense liberté. Elle passe par le fait de pas être ni dans un jugement, ni dans une peur, ni dans rien, être que dans la conscience, de dire tiens, qu'est-ce que je ressens à ce moment-là. Et l'autre vient me toucher juste pour me montrer ce que mon corps
m'envoie comme message, en fait. Et si on est capable d'accepter ça, en fait, on va ouvrir, lever ce couvercle. Si on ne s'est pas arrêté à est-ce que j'ai du plaisir, est-ce que je veux prendre du plaisir, est-ce que l'autre me plaît, non. Si on n'est pas dans ces questions-là, si on se pose pas à ce niveau-là, eh bien en fait, on va simplement ouvrir davantage, et explorer, notre énergie va nous faire explorer nos autres plans de conscience. Ça, c'est bouleversant. Ça, c'est vraiment bouleversant. Et donc, ce qui va se passer, c'est que plus on va ouvrir nos plans de conscience, plus notre énergie de vie, elle a de l'espace pour circuler, moins on est en tension. Et je vous explique. La libido, qu'est-ce que c'est? Cette envie de sexe, ce besoin de sexe qui fait qu'on va chercher son partenaire. Et que si on n'a pas de partenaire, on va trouver autre chose pour se satisfaire parce que on sent qu'on a besoin de se satisfaire sexuellement. Ça, c'est simplement notre énergie vitale qui est en tension, qui est enfermée dans un plan de conscience trop restreint et qui entre en tension. Et cette tension, étant donné qu'on est sur le premier ou le deuxième chakra, eh bien, on va être agressif, faire du sport, se défouler ou avoir du sexe parce qu'on sait que ça va permettre de lâcher cette tension, cette pression. Et c'est comme ça qu'on fonctionne, d'accord? Mais plus on va ouvrir notre conscience, moins on entre en tension. Et en fait, notre libido, Elle chute. pas plus. Voilà. Elle se barre. Donc, en fait, on n'est plus dans le besoin. Et là, on arrive à quelque chose qu'Osho expliquait qui est fondamental, qui est on ne se sert plus de l'autre pour s'assouvir. C'est fini, puisqu'on n'est plus dans le besoin de s'assouvir. Il faut être bien honnête. Au début, je disais ça d'Osho, je dis, oh, Coco, t'exagères quand même, quoi. Franchement, moi, j'ai envie de faire l'amour, je fais l'amour avec mon mari, je l'aime, en fait. Je veux dire, je suis pas en train de me servir de lui. Avec le recul, aujourd'hui, que j'ai fait ce bond et que moi, perso, et puis les vidéos, avec le recul, je me dis, bien sûr que je me servais de lui. Évidemment. Parce que s'il m'avait dit non, j'aurais peut-être fait la gueule quand même. Voilà. Parce que à la base, on va chercher l'autre, mais soi-même, on a besoin de cet orgasme. Soi-même, on a besoin de cette explosion qui va nous faire lâcher cette tension qu'on ressent. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va ouvrir notre conscience comme ça, et puis on va plus être en tension. Mais c'est pas pour ça qu'on doit plus avoir de sexualité non plus. Ça veut dire que si l'occasion n'est pas là, si on est seul, si on est loin, si on est célibataire, en fait, on n'est plus taraudé par ça déjà. C'est plus une souffrance. C'est plus un besoin, c'est plus une torture. D'où l'histoire des moines tibétains qui sont pas dans l'abstinence. Il faut pas que j'ai de sexe. Non, j'ai envie, je peux pas. Non, ils sont pas du tout. Ils sont cool avec ça. Pourquoi ils sont cool avec ça? C'est pas parce qu'ils ont fait monter leur énergie. S'imagine des trucs, ils l'ont prise là en bas, ils l'ont mise là-haut, tout va mieux. Non. Eux, ils avaient pas le couvercle qu'on a nous, déjà, d'accord? Donc eux, en fait, ils ont vécu ça sereinement, et tranquillement, ça augmente, ça vient s'ouvrir, ça circule, il y a plus de tension. À partir de là, c'est pas pour ça qu'on n'a pas de vie sexuelle, mais la vie sexuelle, c'est plutôt avoir envie d'une rencontre avec l'autre, avoir envie d'échanger, avoir envie de se connecter à l'autre. Mais on n'est plus dans le besoin absolu d'obtenir un orgasme. Et donc, effectivement, on arrive dans ce que Osho appelait l'abstinence. Mais ce n'est pas une abstinence contrainte ou difficile à vivre. C'est juste qu'on n'est plus écrasé par cette énergie qui nous taraude. Et ce n'est plus ça qui nous domine. Parce que notre énergie vitale, elle circule. Vous voyez ce que je veux dire? Plus elle circule, moins on est dans le besoin. Et finalement, notre sexualité, elle ne ressemble plus du tout à ce à quoi elle ressemblait quand on était dans le besoin. Notre sexualité, c'est prendre le temps, c'est se connecter, c'est se sentir. Effectivement, on arrive dans la pratique tantrique la plus belle, où en fait la sexualité nous sert l'autre à aider l'autre à grandir. Dans l'échange, qu'il soit sexuel ou pas, mais en tout cas corporel, dans le contact, il y a le simple fait d'insuffler à l'autre l'impulsion
d'aller son énergie sexuelle, la faire grandir, et on insuffle à l'autre cette impulsion pour que lui-même fasse ce voyage. Chacun fait son voyage. On le fait ensemble, mais on le fait aussi chacun. Et on grandit ensemble. Et ça crée un lien extraordinaire. Ouais. Donc, Du coup, en fait, c'est vraiment un formidable outil, d'abord de connaissance de soi, hein, tu l'as dit, absolument, d'expansion de la conscience pour soi, absolument. mais aussi ça peut être un formidable outil au service du couple. On l'imagine souvent le tantra comme un outil sexuel en fait et point barre, mais en fait c'est un outil magnifique pour aussi mieux connaître son partenaire et vivre une vie de couple pleinement remplie en fait. Alors, c'est ma conviction. Attention maintenant, si l'objectif du couple, c'est de rester dans une sexualité de demande, si c'est de rester dans une sexualité de besoin, avec beaucoup d'excitation mentale, nous n'entrons pas dans la sexualité, le plaisir est à 80% dans la tête. Cet espace que le couple, je vais parler un petit peu de ça parce que c'est important, cet espace que le couple va créer dans sa sexualité, on le connaît tous, hein, on nous le montre depuis l'adolescence, on dit la sexualité, c'est ça. Cet espace, le couple dans le temps, il finit toujours par nous faire le tour, par le user, par fatiguer cet espace. Et donc, en fait, le couple va essayer de trouver un autre espace à explorer ensemble. Quand cet espace-là ne fonctionne plus, on va essayer, je sais pas, du libertinage, des scénarios, des choses coquines, des trucs pour essayer de relancer, retrouver un autre espace où s'exprimer. Mais c'est des espaces où on s'éloigne de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. On reste cramponné aux besoins. On veut absolument ressentir le besoin. On reste cramponné à ça. Et on s'éloigne de plus en plus. En réalité, l'espace qu'on va ouvrir grâce au tantra, c'est un espace qui revient vers soi. Donc, au lieu d'être dans la tête, dans la tête, dans la tête, on revient dans le corps, dans le corps, dans le corps. Voilà, on va être de moins en moins dans la tête. La première pratique d'un massage tantrique, c'est un massage méditatif. Il est hors de question que la personne soit en train d'érotiser ce qu'elle ressent. Il est question qu'elle soit en train de faire taire son mental pour être uniquement dans son corps. Donc, on ramène toute la sensation dans le corps, contrairement au fantasme sexuel où plus on en fout dans la tête et plus on est excité. Le principe là, va être d'en mettre le moins possible dans la tête pour revenir ressentir le corps profondément. Et on va là, si on ne met pas le couvercle, si on arrive à ouvrir, à dépasser le côté je dois être excité, je dois plaire, est-ce que je lui plais, est-ce qu'il a envie, est-ce qu'il n'a pas envie, est-ce qu'il a du plaisir, est-ce qu'il va pas avoir du plaisir, est-ce qu'il va jouer, est-ce qu'il va pas jouer. Si on arrive à sortir de ça, c'est ça le truc. Si on arrive à sortir de ça et à se dire tiens, on se découvre. Mais à chaque fois, on se découvre, en fait. Et à chaque fois, on se découvre, on se pose face à face, on commence par méditer, puis méditer en contact, puis méditer en se sentant, puis on voit où ça nous mène. Eh bien, cette sexualité, elle va ouvrir tout un espace au couple à explorer ensemble, mais qui est un espace de partage, de découverte, d'exploration, de connivence. Là, on se rapproche de l'âme, en fait. Là, on se rapproche de l'âme, alors que dans cette sexualité toujours plus transgressive, on s'en éloigne, on s'en éloigne, on s'en éloigne. Donc, en fait, c'est vrai que le tantra, la pratique, le massage tantrique, il est très important parce qu'il va nous ramener, nous, occidentaux, qui sommes dans cette sexualité, on a tous, hein, je suis comme tout le monde, hein, dans cette sexualité qui est extrêmement cérébrale, hein, on va dire, eh bien, le massage tantrique va faire débrancher ce côté mental pour revenir dans le corps, prendre conscience de l'énergie, prendre conscience de l'échange, prendre conscience de tout ce qui se joue au niveau du contact, au niveau de soi-même, de sa propre, de son âme. Et en fait, c'est la fusion des âmes. Et ça conduit à ça. Comment ça se déroule concrètement une séance de massage tantrique avec toi? Avec moi? Alors, avec moi, le plus important, c'est l'entretien qui précède le massage. Je ne masse jamais quelqu'un sans lui avoir expliqué. Bon, pas autant dans le détail, bien entendu, mais je l'explique quand même qu'il n'est pas question d'érotiser, qu'il n'est pas question de... On vient pas chez moi pour assouvir une envie ou un fantasme. Je donne pas le rendez-vous quand je décèle ça au téléphone. On vient pour se découvrir. On vient pour venir à la rencontre de son corps. Et pour pouvoir aller à la rencontre de ce corps, c'est très important de se mettre à l'écoute,
sans jugement, d'être justement dans la bienveillance, dans l'acceptation pour laisser circuler ce qui a besoin de circuler. Ce qui circule, ce n'est que de l'amour, en fait. C'est l'amour qu'on met dans nos mains, c'est l'amour qu'on canalise, c'est tout l'amour qu'on peut mettre dans le contact avec la personne, qui n'est pas un amour, un sentiment d'amour, qui est une énergie d'amour. Ce n'est pas du tout la même chose. Et en fait, pour que la personne soit dans ses bonnes dispositions, il faut bien qu'elle comprenne que non, la nudité n'est pas érotisée. Voilà. Les personnes qui viennent parce qu'elles ont envie d'être nues et qui nous disent, moi je voudrais un massage, mais j'ai envie d'être nue, j'ai envie qu'on me voie, par exemple, elle ne tiendra pas le rendez-vous avec moi. Parce que ce n'est pas ça le principe. Je suis pas là pour assouvir les fantasmes ou les désirs des personnes. Je suis là pour les guider vers une part d'elles-mêmes que souvent elles méconnaissent. Donc il y a cette explication avant, puis ensuite il y a le massage, qui est un peu un mix, hein, puisque je suis formée à l'ayurvédique quand même. Donc il y a un peu d'ayurveda, il y a un petit peu de massage interne crânien, mais j'ai adouci tout cela, j'ai ralenti tout cela, parce que c'est très important que ce soit quelque chose de très lent, de très doux, parce que c'est ça qui va faire lâcher. Et c'est très important de faire lâcher le mental, de faire lâcher l'observation du geste, pour que la personne elle finisse par s'oublier. Et c'est souvent ce qui se produit. Et souvent, il y a parfois des réactions émotionnelles très fortes, des gens qui se mettent à pleurer. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a conduite au tantra, puisque très rapidement j'avais vu des clients qui pleuraient dans mes massages, et je me demandais comment on pouvait toucher quelqu'un et le conduire à ces états émotionnels juste en le touchant. Et tout simplement en ne mettant pas de distance dans son geste. Donc c'est très important de comprendre que aujourd'hui, même quand on est masseuse, il y a quand même une peur. Il y a une peur de l'autre. Il y a une peur de comment il va vivre le fait d'être nu. Alors si c'est un homme, mon Dieu, s'il a une érection, comment on fait? Ou s'il veut plus. Est-ce qu'avoir une érection, ça veut dire qu'il veut plus ou pas? Toutes ces peurs qu'on a qui font qu'on masse, mais en mettant une distance. Il y a quelque part une distance qui veut dire je te masse, mais il n'y a rien de plus. Et elle est nécessaire, bien entendu. Donc, le massage tantrique, c'est un massage qui ne met pas la distance. Et pour pas mettre la distance, il faut bien l'expliquer avant. On ne peut pas aborder le massage sans avoir discuté avec la personne. Qu'est-ce que c'est qu'être nu? À quoi ça renvoie? Quelles sont nos peurs? Quelles sont nos peurs d'être touchés? Quelles sont nos peurs, nous, de toucher quelqu'un qui est nu? Et ces confrontations-là, elles sont nécessaires, elles sont importantes. Et quand on aborde un massage et qu'on n'a rien à expliquer à la personne, qu'on a juste dit déshabillez-vous, mettez-vous, eh bien, en fait, soi-même, en tant que masseuse, on garde à l'esprit nos peurs, les choses qu'on n'a pas abordées. Mon Dieu, ici, quand il se retourne, il a une réaction. Qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qu'on sent? Est-ce qu'on a peur? À quoi ça nous renvoie? Est-ce qu'on a peur de ce que lui pense? Ainsi de suite. Si on n'en parle pas avant avec la personne, eh bien chacun, lui, garde dans sa tête ses peurs, ses craintes. Moi, j'avais des gens qui me disaient oui, mais j'ai pas trop profité, j'avais très peur d'avoir une érection, donc j'étais très concentrée. Le fait d'être nue, ça m'inquiétait beaucoup. Et moi, je me disais, je suis passée à côté de mon massage parce qu'il n'est pas parti, parce qu'il est resté centré sur pourvu que je n'ai pas d'érection, par exemple. Ce n'est qu'un exemple, il peut y avoir l'inverse, hein. D'accord? Eh bien, en fait, le fait de parler, de dire avant d'aborder cette question. Oui, on va être nu. Non, c'est pas grave. Il peut y avoir une réaction et après, c'est pas grave. Le corps réagit aussi seul. C'est pas forcément lié à une intention, d'accord? Donc, on accepte ça, on l'accueille, on laisse le corps s'exprimer librement à condition que dans la tête, la personne joue le jeu, bien sûr. Dans la tête, la personne joue le jeu de la relaxation. À partir de là, tout se passe bien. Mais à partir du moment où on a désamorcé tout ça parce qu'on en a parlé, parce qu'on l'a libéré, on a libéré les peurs qu'on pouvait avoir l'un et l'autre, eh bien, il y a une libération qui se fait, la personne se laisse davantage aller. Et si elle va plus loin, la personne se laisse davantage aller. Et si elle va plus loin, eh bien, elle entre dans son troisième chakra, elle entre dans ses émotions. Et moi, comme je dis, c'est l'espace où on a mis tous nos placards et tous nos tiroirs. Tout dépend de ce qu'on a mis dedans. Tout dépend de ce qu'on garde dedans. Et certains vont se sentir très bien et certains vont éclater en sanglots, vont vraiment libérer des tas de choses.
Et c'est nécessaire, ça permet de se nettoyer, et c'est bénéfique. Et de la même façon, le fait d'aborder ou pas les zones génitales, c'est une épreuve. C'est une épreuve parce que tant qu'on les évite, on maintient le tabou. C'est que quelque part, on n'est pas au clair avec ça. C'est que quelque part, il y a encore des peurs. À partir du moment où on l'accepte, on peut aborder aussi cette zone-là dans le massage. Ça permet juste à la personne d'explorer sincèrement quelles sont ses sensations quand il n'y a pas d'enjeu, quand il n'y a pas ni enjeu, ni peur, ni quoi que ce soit. C'est de la pure énergie qu'on va stimuler, qu'on va permettre de circuler. Les gens découvrent des sensations inouïes qu'ils ne pouvaient pas s'imaginer. Et ça ouvre un petit peu, ça lève un peu le coin du voile. Ça leur permet après eux de se remettre en question et peut-être de continuer cette exploration ou pas. Mais en tout cas, l'idée, elle est là. L'idée, elle est de faire comprendre que le corps recèle le plus grand des secrets. Et moi, je suis là pour leur révéler, pour leur permettre. Je suis pas là pour tout leur montrer, je suis là pour leur permettre d'y accéder. Ensuite, on est prêt, on n'est pas prêt, on a du chemin à faire ou pas. Mais mon massage, c'est vraiment ça. Il est construit pour permettre aux personnes de poser de côté toute leur peur, tout leur jugement. On n'entre pas dans un temple avec un bouclier, des armes et des chaussures et un casque. On pose tout devant la porte. Eh bien, c'est pareil pour faire un massage tantrique. On se met à nu. On se met à nu, mais pas que physiquement. On se met à nu sur tous les plans. Et c'est ça qui nous permet de percevoir toute la profondeur de l'être. Waouh. Ouais, merci pour ces explications. On arrive à la fin de cette entrevue et on a des petites questions rituelles. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire, toi, quels sont tes rituels? Par exemple, tes rituels pour entretenir ton énergie vitale. Bon, alors moi, c'est les pierres. J'ai beaucoup de pierres. C'était mon métier avant. Je vends des pierres, donc j'ai toujours ma labradorite avec moi. Voilà, elle brille bien. Beaucoup de pierres. Voilà, chez moi, il y a beaucoup de pierres. À mon cabinet aussi. Et puis, il y a mon tambour. Voilà, j'ai un tambour médecine qui vient du Tibet. Puis un tambour qui est dédié au rite tantrique. Alors c'est rigolo parce que j'ai un coup de cœur sur ce tambour. Avant de savoir qu'il était tibétain, je l'ai acheté et j'ai découvert 9 mois plus tard que c'était un tambour de rituel tantrique. Donc, en faisant une recherche sur internet, on j'ai dit bon ben ça c'est fait. Donc C'était une confirmation de plus. C'est ça, J'en c'est fallait. ça. La méditation, bien sûr. Voilà, beaucoup de méditation, bien sûr. Et pour moi, ça nous amène, quand on a appris à écouter son corps, quand on a appris à dépasser ses peurs, justement, on est capable de tout écouter. On est capable d'écouter le silence, l'instant, l'air qui remonte dans ses poumons, la lumière sur soi, l'obscurité. On est capable de tout écouter, d'être très, 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 très souvent en conscience. C'est pas seulement 10 minutes par jour. Donc, c'est un petit peu ça, mon truc. Et quels sont tes projets en cours ou à venir? Alors, mes projets en cours, là, pour l'instant, j'avais des choses à vous annoncer aujourd'hui. Pour le coup, tout est en stand-by, voilà. Mon activité évolue, d'accord. Quand j'ai commencé à masser avec mon pseudonyme, Daline, j'étais loin de m'imaginer qu'un jour je ferais du tantra et que je donnerais des conférences et des stages et tout ça. Donc, il a fallu s'adapter à cette nouvelle réalité, qui est une belle réalité. Et j'ai vraiment très envie de transmettre. Alors, on a toujours à Pau, une fois par mois, les ateliers de réflexion, qu'on appelle un amour de café. On se retrouve autour d'une question qui est liée à l'intime, à la relation, pas forcément au tantra, mais à ces choses qu'on vit et qu'on n'ose pas évoquer, même dans le couple, même dans la relation. Le fait d'être en groupe et de pouvoir aborder ces choses-là, c'est quelque chose de très positif pour les personnes qui viennent. Et j'amène ça avec des petites animations et un thème différent tous les mois. On est une douzaine à peu près. Donc c'est quelque chose qui est très sympa. Ça, je continue bien sûr. Les ateliers de massage, que j'appelle l'initiation au toucher conscient, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, vont reprendre dès que ça sera possible. Donc, je sais pas du coup si je vais proposer des dates cet été ou si on va attendre le mois de septembre maintenant pour caler des choses. Je devais faire à Seignos,
à l'espace Pilates des seniors Super Volporco, une conférence suivie d'un stage d'une journée. Voilà. Donc avec moi, il y a 2 stages d'une journée. Il y a 2 niveaux différents, un stage vraiment débutant pour apprendre à toucher, pour apprendre à voir ce toucher non connoté, j'ai envie de dire. Et puis un stage plus approfondi ensuite qui permet de vraiment rentrer dans une pratique tantrique, une seule, pour faire comme ça. Donc ces stages vont arriver dès qu'on aura le droit de sortir de chez nous et de se toucher de nouveau. Voilà, c'est important. Et puis quoi d'autre, il y avait un salon bientôt, les rencontres de la Nouvelle Terre à Pontac avec, je fais une conférence et je suis disponible sur mon stand tout le week-end à la rencontre des personnes qui le souhaitent. Est-ce que c'est le 16 et le 17 mai prochain? Donc je ne sais pas si ça sera maintenu. Croise les doigts. On va voir, voilà. Mais quoi qu'il arrive, je m'oriente davantage vers le partage aujourd'hui. Voilà. Et voilà, on en est là. Ok. On arrive à la dernière question et c'est l'instant de gratitude. Qui aimerais-tu remercier? Ou de manière plus globale, qu'est-ce que tu aimerais remercier? Alors moi, je vais remercier la vie terriblement difficile que j'ai eue les 45 premières années de ma vie, histoire de dire que ça a été bien dur, bien difficile à porter tout ça. Mais je pense que c'est venu réveiller des choses, que c'est venu pour me secouer, que c'est venu pour me faire souffrir, pour me faire sentir ce que j'ai aujourd'hui. Et donc j'en suis infiniment heureuse de ce que je suis. Donc je remercie effectivement le destin qui a fait que j'ai dû traverser tant de choses. Et une mention spéciale pour mon mari qui a permis que je devienne qui je suis, qui m'a permis de m'épanouir, qui m'a laissé une totale liberté de vivre, d'aimer librement lui, mais aussi d'autres personnes, et qui m'a laissé m'épanouir dans ce travail. Peu d'hommes sont capables d'imaginer leur femme masser des personnes nues, toucher des sexes, c'est pareil, c'est très difficile à l'imaginer pour beaucoup, et d'avoir autour de moi des hommes qui m'aiment et qui sont capables de faire la part des choses, qui sont capables de comprendre complètement ma démarche et de me soutenir, ça n'a pas de prix. Voilà. Donc merci à eux. Voilà. Merci beaucoup à toi Valérie d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci à vous de m'avoir donné la parole et je suis très heureuse qu'on puisse parler de tantra. Voilà, le faire sortir de l'ombre, ça fait du bien. Eh bien voilà, on parle de tantra dans le podcast Ayurveda. Merci beaucoup. Merci énormément Valérie, à bientôt. Merci à vous, au revoir. Merci. Merci pour votre écoute. Si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!